Bonjour, bienvenue, une nouvelle émission de Igloo on Air, c'est la rentrée pour les petits et pour les grands, sans Éric Jeunetech qui est encore en vacances, mais qui va revenir pour tous ceux ou celles qui le réclament à corps et à cri. Donc c'est la rentrée, Igloo on Air, que vous retrouvez sur toutes les émissions, les plateformes de podcast, sur le site internet de Igloo on Air. Plus de 300 émissions sur les thèmes de l'habitat, succès toujours aussi grandissant, et merci à tous ceux qui nous suivent et qui like et partagent cette émission. Pour cette rentrée, on a un thème qui me tient à cœur, c'est la construction neuve. J'ai souhaité que l'on fasse un état du marché à mi-année, on va dire ça comme ça, même si elle est déjà bien entamée. Pour cela, je reçois Anne Vintemberger. Bonjour Anne Vintemberger, chère Anne. Vous êtes administrateur, ou administratrice, on va dire ça comme ça, administrateur du pôle Habitat et de la Fédération Française du Bâtiment, la FFB. Et vous êtes aussi la présidente du groupe Vivialis, qui est un groupe qui me dit quelque chose. Alors, mi-2025, jamais les besoins de logement ont été aussi grands et jamais le marché n'a paru aussi bloqué. Donc une illustration parfaite d'une France en décalage entre l'urgence et l'action. Première question, Anne, en 2024, la construction neuve a connu déjà une chute historique des mises en chantier. On en est où? Si on peut faire un état à l'été 2025, alors stabilisation, aggravation, premier signe de rebond, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je vous dirais globalement un léger mieux. 108 000 logements neufs vendus en 2024, une projection de 115 000 pour 2025, dont la moitié en maison individuelle et la moitié en logement collectif. Bon, c'est pas fou non plus. C'est pas dingo, mais c'est toujours mieux que rien. C'est vrai que l'état du marché est particulièrement compliqué, avec des carnets de commandes qui, pour de nombreuses entreprises, sont plutôt faméliques. Alors quand on part de rien, quand on a un léger mieux, c'est toujours mieux que rien. C'est vrai, restons positifs. Vous avez évoqué le marché de la maison individuelle. J'aimerais qu'on en dise deux mots, parce que le marché de la maison individuelle restait en grande difficulté. On annonçait d'ailleurs il y a quelques années la mort de la maison individuelle. Quels signaux vous voyez là pour 2025 ? Parce qu'on peut parler de hausse des coûts, ça on l'avait déjà vécu dans une autre émission. La loi ZAN, qui fait aussi l'objet de plusieurs émissions. Et puis la fin progressive du PTZ, même s'il y a eu un renouveau avec le PTZ. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce marché de la maison individuelle ? Alors le marché de la maison individuelle présente un léger mieux en 2025, avec des caractéristiques qui ont plutôt évolué. C'est-à-dire qu'on a effectivement un nombre de ventes qui s'est légèrement accru par rapport à 2024 sur le premier semestre, mais avec des prix de vente qui ont largement augmenté. Petit rappel, les coûts de construction ont augmenté de 88% en 20 ans, dont 30% sur les 6 dernières années. Ouais, donc un marché, effectivement, qui retrouve certaines couleurs d'un point de vue commercial, mais avec parfois des mises en chantier qui sont retardées faute de financement. J'aimerais juste faire une parenthèse pour les auditeurs. Quand on dit augmentation des coûts de 88%, et vous avez dit combien là depuis? J'ai zappé 30% sur les 6 dernières années. Sur les 6 dernières années, c'est ce chiffre que j'ai zappé. On pourrait imaginer que finalement les constructeurs gagnent beaucoup d'argent. Finalement, ces augmentations, elles sont liées à quoi? Alors, on a des coûts qui sont évidents, qui sont liés à des changements de réglementation. On peut reparler du Covid, on peut reparler de la crise de l'énergie avec l'augmentation, la pénurie du coût des matériaux. Mais on a aussi un certain nombre de coûts cachés qui se logent principalement dans un certain nombre de démarches. D'abord, un allongement du temps administratif, mais aussi un certain nombre d'études préalables nécessaires à la construction d'un logement. Qu'il s'agisse d'études de sol à la charge du client, du futur habitant, mais aussi tout ce qui concerne les études acoustiques, les études thermiques. Tous ces coûts-là viennent s'ajouter, y compris un surcoût assurantiel au coût de la construction à proprement parler. Ouais, donc effectivement, tout à chacun comprend qu'on le retrouve dans le prix final de la maison. Pour la partie maison individuelle, merci. Maintenant, sur la partie collectif, si on fait un focus, qui a été très, très impacté par la baisse des permis de construire. Alors, logement locatif intermédiaire où les ventes en bloc aux investisseurs ont permis de soutenir le marché déjà en 2024 et encore en 2025. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour ce marché-là? Alors, le marché est un peu moins touché par une légère reprise, puisqu'on est sur un nombre de ventes qui, lui, n'a pas progressé. On a plutôt des difficultés en termes de stock. Jusqu'à présent, on pouvait compter sur un certain nombre de permis qui avaient été accordés pour pouvoir satisfaire une demande qui, elle, est toujours là.
je le rappelle, hein, la demande en logement persiste. Ce qui est plus compliqué, eh bien, c'est la construction en elle-même, sans parler de la difficulté toujours plus croissante d'obtenir des permis de construire. Donc, en définitive, parler d'un nombre de ventes, c'est une chose. Obtenir des autorisations et pouvoir lancer des mises en chantier, c'en est une autre. Et là, on a de véritables reculs, donc un assèchement des stocks de logements à la vente à venir. Et qui ne devrait pas s'arranger, puisque on voit profiler les élections municipales mars, avril, mai de 2026. Et voilà, c'est pas un secret de dire que une grande majorité des élus locaux nous disent ne déposez plus de permis parce que je n'ai pas envie d'avoir des associations qui se montent ou entre guillemets des ennuis avec mes administrés, ce qui est un petit peu dommage, ce qui met une pression supplémentaire sur la partie production de logement et évidemment coût du logement au final. Absolument. Voilà, vous pouvez pas le dire, mais moi je peux le dire. Voilà. Quand on parle encore de raréfaction des logements, j'aimerais qu'on fasse un focus sur la raréfaction du foncier. Donc il y a la loi ZAN, zéro artificialisation nette. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs à plusieurs émissions sur la loi ZAN s'ils veulent comprendre ce que c'est, mais elle est extrêmement importante. Donc cette loi ZAN et la raréfaction du foncier, qu'est-ce qu'on a comme perspective concrète sur l'offre de terrain à bâtir sur les prochaines années? Parce qu'on entend dire zéro artificialisation nette en 2050, ça veut dire plus de terrain à bâtir. C'est ce que ça voudrait dire? En fait, la loi ZAN, c'est une trajectoire qui aujourd'hui intime aux municipalités de réviser l'allotement général de terrain à bâtir sur leur banc avec un certain nombre de préconisations. C'est pas impossible de continuer à construire sur un nombre de mètres carrés de terrain à bâtir qui, lui, est en baisse. Pour ça, il y a pas mal de solutions, y compris des solutions de construire en hauteur. Je vous invite à regarder d'un peu plus près ce qui se passe, par exemple, en Asie ou au Japon, où on a le double de population pour un tiers du territoire, qui pourtant sont logés et bien logés. Maintenant, je suis désolée pour tous les partisans du Not in my backyard. Il va falloir mettre un peu son poing dans sa poche. Parce que si on réduit la surface, il va falloir aller en hauteur. Et ça, c'est pas impossible, on sait le faire. Encore socialement peu acceptable. C'est vrai, c'est peu acceptable. Malheureusement. Mais est-ce que c'est moins acceptable d'être indignement logé ? On est d'accord. Donc, on a parlé du marché de la maison individuelle, le marché collectif. On voit que c'est un marché qui est compliqué. On voit des augmentations de coûts. On voit que le terrain est de plus en plus compliqué à produire. Je ne vais pas parler de raréfaction, mais presque. Moi, ça fait des années que je dis dans l'émission Igloo que finalement, le logement va être un produit de luxe. Vous me rejoignez là-dessus ? Alors, le logement un produit de luxe, inévitablement, les prix au mètre carré augmentent. Ce qui est certain, c'est que dans le contexte économique et politique actuel, nos compatriotes, du fait de l'incertitude, à la fois de la retraite, à la fois de l'assurance chômage, s'empressent d'épargner. Et pourtant, ils sont pas loin de 80% à penser qu'en arrivant à la retraite, pour avoir une retraite correcte, alors il faut être propriétaire de son logement. À nous de faire preuve de créativité, d'inventivité. Les contraintes normatives ou législatives nous poussent toujours à plus de créativité. Soyons vent debout sur des nouvelles solutions avec des logements moins chers, dans des conditions dignes, à créer, à inventer et à fabriquer. Bon, c'est bien aussi d'être accompagné d'une vraie volonté politique, ce que l'on ne retrouve pas vraiment depuis les 2 derniers mandats présidentiels. On ne peut pas dire qu'il y a un amour profond de gouvernement pour l'immobilier. Ça fait quand même 2 mandats qu'on connaît l'avis de notre président sur les métiers de la construction et de l'immobilier plus particulièrement. Je pense que ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir de la stabilité. Stabilité pour nos concitoyens, parce que pour pouvoir s'inscrire dans un projet qui vous engage sur 20 ou 25 ans, il faut avoir de la perspective, et également pour les entreprises qui construisent ces logements. Parce qu'en période d'instabilité, eh bien, on remet à demain ces projets d'investissement, de développement. Alors la question qui revient, qui reste centrale, celle du crédit, comme un point important d'un achat immobilier. On a vu qu'il y avait une détente des taux déjà 2024, encore 2025. Est-ce que ça suffit, cette détente, à relancer la demande, voire de solvabiliser les ménages, ou est-ce que c'est encore un frein majeur? Est-ce que les taux sont encore un peu trop hauts?
Je crois que la véritable question, c'est de savoir si des taux à 1% ou à moins de 1%, c'est quelque chose de normal. Un taux à 3% ou à 3,5%, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Il y a une véritable solidarité autour de ces questions-là, parce qu'évidemment, la question du volume est tout aussi importante que celle du taux. Quand les banques prêtent, et aujourd'hui, on est à hauteur de 30 milliards, ça reste quelque chose de tout à fait cohérent par rapport au marché. Mais quand on a des prix qui, dans le même temps, augmentent de 30%, la valeur n'est pas si importante que ça. Et l'augmentation du niveau des crédits n'est pas si importante que ça. Je crois que elles sont, les banques, tout autant que nous et nos clients, dans des périodes d'incertitude. Ceci dit, le léger mieux en termes de taux, c'est-à-dire qu'on se rapproche plus des 3% aujourd'hui, assurance incluse, que des 4 il y a quelques mois, c'est toujours beaucoup mieux pour nos clients, évidemment. Il y a un retour, on l'a dit, le retour du PTZ, notamment pour la maison individuelle. Il était encore réservé au collectif. Il est revenu très récemment pour la maison individuelle. Mais ce retour ou adaptation d'aide comme le PTZ sont souvent évoqués. Ça reste encore dans les tuyaux. On espère qu'il y a des choses qui vont sortir pour fin d'année, début d'année prochaine. Selon vous, quelles sont les mesures qui seraient réellement efficaces pour stimuler la construction neuve ? Alors, les politiques publiques en termes généraux, et plus particulièrement sur la question du logement, sont faites pour fluidifier les marchés. Aujourd'hui, on a une enveloppe budgétaire à destination du logement national à hauteur de 40 milliards. Et plus particulièrement, une enveloppe destinée à l'accession à la propriété qui, elle, est limitée à 1,1 milliard. Ce qui est très peu, finalement, au regard du besoin en accession à la propriété et surtout au regard de la volonté de nos concitoyens de devenir propriétaires de leur logement. Il s'agit principalement du PTZ en ce qui concerne la maison individuelle et on est très heureux que la maison individuelle ait été incluse dans le périmètre de ce dispositif. Ceci dit, le niveau d'accompagnement des finances publiques sur ce type de dispositif reste très très faible. Alors quand on a dit ça, si je vous demande un peu de prendre un pari, de vous mouiller un petit peu, on aime bien se mouiller dans Igloo, hein. Et puis on gagne souvent nos paris en plus. Si vous aviez adressé un pronostic là, pour la fin 2025, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais de temps en temps, est-ce que vous voyez une sortie progressive de crise ou au contraire une aggravation ? Et puis, quels seraient les leviers qu'il faudrait que les pouvoirs publics puissent activer s'il y a aggravation ? Alors, je ne sais pas si on peut encore parler de crise à l'heure actuelle, parce que finalement, qu'est-ce qu'un niveau normal ? Sans doute, l'acceptable se situerait aux alentours des 200 000 logements neufs par an, pas loin du double de ce qu'on produit à l'heure actuelle, mais néanmoins nécessaire. En tous les cas, en termes d'accueil de population, j'ai pas de boule de cristal. On est vraiment dans une période d'incertitude politique très, très importante. Néanmoins, les propositions faites par notre ministre Valérie Létard sont des propositions qui vont dans le sens d'un retour de l'investisseur dans le logement neuf pour augmenter le parc de logements à la location, ce qui aujourd'hui est un besoin absolument vital pour les entreprises, pour les étudiants, pour les seniors, pour aussi changer les disponibilités en termes de location sur les territoires. On est assez content des travaux qui ont été réalisés avec le cabinet de Valérie Létard. On souhaiterait juste que le statut du bailleur privé soit définitivement acté pour que nous puissions sereinement avancer sur ces questions. Et ça semble être plutôt bien avancé ? Oui, c'est bien avancé. Voilà. Quant à savoir si ça restera d'actualité dans une semaine, oui, ça. Je ne suis pas bien placée. Oui, puisque je rappelle que l'émission, on est en train de l'enregistrer début septembre, donc je préfère préciser la temporalité parce qu'en ce moment, tout bouge très vite. Merci Anne Berger. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes administrateur du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment, la FFB. Vous êtes aussi présidente du groupe Vivialis. Et on retrouve cette émission sur le site internet de Igloo Air, sur les plateformes de podcast, sur la plateforme de podcast de
Top Music qui nous héberge gentiment et sur YouTube, Facebook, enfin on nous trouve partout, donc continuez à liker et à partager, ça nous fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, salut.